tous, je vous retrouve aujourd'hui par cette très chaude journée. C'est pas possible de laisser les cheveux lâchés, donc j'ai tout attaché parce qu'il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Je vais vous parler lecture bien évidemment. Alors voici ce qu'il y a à dire aujourd'hui. Je vais commencer par un tome 2, c'est celui-ci, c'est Un cœur si loyal et solitaire, c'est de Brigitte Kemmerer, on est aux éditions Rajo. J'avais lu le premier que j'avais beaucoup aimé, qui était Un sort si noir et éternel, quelque chose comme ça si je ne me trompe pas, avec une belle couverture bleue. J'ai lu la suite, donc ce sera une trilogie en tout, et celui-ci est donc le second tome. J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne vais pas vous en parler énormément vu que c'est un second tome, mais dans l'ensemble c'est une revisite de La Belle et la Bête. Dans le premier tome, on suivait le personnage de Harper, qui est une jeune fille handicapée et qui un soir va interférer dans une tentative d'enlèvement d'une jeune fille, et c'est elle qui va être emmenée dans un autre monde où, qui subit une malédiction, et donc elle va découvrir le prince de ce royaume qui s'appelle le prince Ren, et son homme de confiance, son commandant qui s'appelle Grey. Et on va suivre l'histoire de ces trois personnages. Dans le premier tome, c'est principalement le prince, donc Ren et Harper, qu'on va suivre. Et dans ce second tome, c'est en fait la suite, et il est principalement dédié à Grey, donc le commandant. Et j'ai vraiment bien aimé découvrir davantage ce personnage qui est vraiment très intéressant, qui est très surprenant, qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît également. Dans ce second tome, il y a un aspect plus politique qui est travaillé, mais ça se lit vraiment bien, c'est très intéressant, c'est fluide, c'est agréable. Donc de nouveau, c'est un beau pavé qui fait 600 pages, presque 600 pages, tout comme l'autre, mais ça se lit super vite, vraiment extrêmement vite. Il ne faut pas être inquiet par rapport à l'épaisseur du livre, ça se lit vraiment tout seul. De nouveau, j'ai été prise dans la lecture, à peine commencé, j'avais envie de le terminer, et de nouveau, j'avais fait comme pour le premier tome, me semble-t-il, où j'avais lu une centaine de pages un soir, et en fait l'après-midi, durant le week-end, je l'ai terminé. Donc ça se lit vraiment très vite, en quelques heures ça peut être fini, parce que le rythme est là, il est soutenu, il est continu, on apprend pas mal de choses. Le personnage de Grey, comme je vous l'ai dit, est vraiment très intéressant. On va avoir aussi un autre personnage qui va apparaître dans ce second tome. Je ne vais pas vous dire lequel parce qu'on ne le découvre pas dans le premier. Donc je préfère taire cette information pour que vous puissiez découvrir. Mais la relation entre Grey et ce nouveau personnage va être très intéressante, va être bien travaillée. Moi, je me suis laissée vraiment porter. L'écriture est fluide. C'est vraiment très bien. C'est vraiment très bien. J'ai vraiment hâte du coup de pouvoir lire le troisième tome qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore disponible. D'après ce que j'avais vu, ce sera une couverture dans le même style mais rouge. Maintenant, j'attends que ce troisième tome sorte pour pouvoir finir cette trilogie que j'aime vraiment beaucoup. Lecture suivante, c'est celui-ci. C'est Hypnose de Peter James. On est aux éditions ici Bragelonne Thriller. Alors, c'est un petit livre que j'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps, et j'étais très intriguée, donc je me suis lancée directement dedans, et je suis vraiment contente de l'avoir fait. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Charlet et son mari Tom, qui essayent depuis un bon moment, mais sans succès, d'avoir un enfant, et cela cause quelques problèmes, quelques tensions dans leur couple. Ils habitent à Londres, et Charlet va se diriger vers d'autres méthodes pour tomber enceinte. Donc elle va consulter un acupuncteur, et elle va aller vers d'autres disciplines comme ça de la médecine qui sont moins reconnues entre guillemets. Et elle va se diriger aussi vers des séances d'hypnose qu'elle va commencer, parce qu'apparemment c'est possible qu'il y ait quelque chose du passé qui bloque justement sa possibilité d'avoir un enfant. Donc elle va commencer ces séances d'hypnose. En même temps, ils veulent changer de vie parce que le cadre de Londres leur convient plus trop, la ville, la pollution. Ils veulent quelque chose d'un peu plus nature, d'un peu plus vert, et ils vont trouver une maison dans la campagne, une maison pas en ruine, mais bon, il y a beaucoup de travaux à faire, mais ça les rebute pas, c'est ça qu'ils voulaient retrouver justement. Donc ils vont découvrir cette maison de leur rêve, ils vont l'acheter et ils vont s'y installer.
Et chose étrange, quand Charley se trouve dans cette maison, elle a parfois des moments de déjà-vu, comme si elle avait une impression d'avoir déjà été dans cette maison, d'avoir déjà habité dans cette maison. Bref, il y a un certain malaise, un petit truc un peu étrange, mais elle ne sait pas trop quoi. Et durant les séances d'hypnose qu'elle continue, elle va en fait partir à la découverte de vies antérieures. Et durant une de ces séances d'hypnose, elle va découvrir une de ses vies antérieures. Donc c'est ce que le médecin, le pratiquant, enfin la personne qui fait les séances, je ne sais pas comment on peut appeler cette personne, va l'informer. Elle va lui signaler qu'effectivement, il y a des traces de vie antérieure. Et donc elle commence à explorer une de ses vies antérieures, ce qui pourrait justement pourra avoir un impact avec sa vie actuelle et ses problèmes actuels, mais évidemment basculer comme ça dans le passé et partir à la recherche de son passé n'est clairement pas sans risque. Donc je m'arrête ici pour l'histoire, mais j'ai vraiment bien aimé. On est ici dans la collection Terreur, comme ils disent. Moi, j'ai pas spécialement eu peur, mais j'avoue qu'il y a une petite ambiance flippante, ça c'est vrai. On est un peu dans un aspect paranormal qui peut un petit peu effrayer par moment. Après, moi, j'ai un peu l'habitude de ce style. Je regarde des films de ce genre que j'apprécie bien. Donc, il y a des petits moments où on a on n'est pas super tranquille dans la lecture, mais c'est pas un livre qui fait super peur. Après, ça dépend évidemment de la sensibilité de chacun, mais si vous avez l'habitude de films où il y a du paranormal et des films d'horreur avec des esprits, des choses comme ça, je pense que voilà, ça vous serez plus familier avec ce style de livre. Donc la thématique ici de l'hypnose et des vies antérieures est vraiment au cœur de ce roman et c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment très bien amené. Bon, après, il faut voir si on aime ou si on n'aime pas. Évidemment, si on est vraiment super fermé à ce genre de thématique, ça ne va pas le faire avec ce livre. Mais moi, j'ai vraiment bien apprécié cette lecture. On est dans une ambiance, comme je vous l'ai dit, d'un peu film d'horreur avec des esprits. Donc, de manière générale, j'avais déjà lu des livres de Peter James. Donc, j'apprécie bien son style et sa plume, donc j'ai été portée dans l'histoire. C'est vrai que le rythme est là, il est soutenu, on ne s'embête pas. Le livre, il se lit vraiment très vite parce que les pages se tournent toutes seules, c'est intéressant. Il y a ici une tension et un suspense qui va être constant, qui fait que le livre se lit extrêmement vite aussi, qui nous donne du coup envie de connaître la fin également. Et j'avoue que la fin, je ne vais pas vous dire ce qui se passe, bien évidemment, mais ça donne froid dans le dos, c'est tout ce que je peux vous dire. Vous découvrirez bien en le lisant. Mais donc pour cette lecture, ça dépend évidemment de vos goûts. Si vous ne croyez pas ou si vous vous intéressez pas du tout au paranormal, aux vies antérieures, à l'hypnose et tout ça, ça sert à rien de se diriger vers ce livre. Mais si vous êtes intéressé par ce sujet, je pense qu'il pourra bien vous plaire. Lecture suivante, c'est celui-ci, c'est La falaise de la repentie aux éditions J'ai lu. C'est écrit par Marie-Béatrice Gauvin. Je vous en avais parlé la semaine passée, étant donné que c'était ma lecture en cours. Je l'ai terminée et c'est assez mitigé. Donc pour l'histoire, on est ici en 1747 et on va suivre le personnage de Camille. Camille qui est une jeune fille, qui est fille de meunier et qui est passionnée de cuisine. Elle est vraiment continuellement à la recherche de nouvelles saveurs, de nouvelles recettes. Et elle vit près de La Rochelle sur l'île de Ré. Donc c'est une petite île, un petit village où presque tout le monde se connaît. Elle a ses habitudes, sa famille, ses amis, voilà. Et elle est un peu en décalage par rapport aux autres jeunes filles qui songent qu'à se marier. Camille, elle a d'autres rêves, des rêves beaucoup plus ambitieux. Et elle a une amie, donc une connaissance qui est Madame de Tencin, qui est la baronne, qui est une baronne, la baronne de Ré, et qui de temps en temps vient justement dans l'île de Ré. Et elle s'est liée d'amitié avec Camille, avec cette jeune fille, parce qu'elle elle trouve que son esprit curieux, son intelligence et tout ça peut être exploité davantage. Donc elle va lui proposer de venir à Paris chez elle afin de faire son apprentissage. Elle va y rester quelques mois, un an, quelque chose comme ça. Donc elle lui propose de partir et de venir à Paris pendant un moment.
Et elle va accepter évidemment, donc Camille va entamer ce voyage jusqu'à Paris et elle va rencontrer du beau monde là-bas et notamment un personnage qui est hollandais qui s'appelle Jan Hendricks et qui est plus âgé qu'elle mais qui ne la laisse clairement pas indifférente. Donc Camille, une fois qu'elle sera à Paris, elle va devoir s'adapter évidemment à sa nouvelle vie parce qu'elle est un petit peu la petite provinciale. Elle est un peu la bête curieuse de Paris. Et elle va aussi devoir se faire aux dangers et aux jalousies évidemment qui sont extrêmement présentes, surtout quand on se rapproche de plus en plus de la cour du roi. Donc ça c'est pour un peu l'histoire, le contexte. Donc on suit Camille justement dans toutes ces voyages, ces aventures. Mais voilà, je vous avais dit, je pense la semaine passée que j'avais lu presque, j'étais à la moitié, plus ou moins à 300 pages. Et il se passait pas grand-chose durant cette première moitié. Donc on suivait le personnage de Camille qui était sur son île de Ré, qui faisait ses expériences culinaires, qui travaille avec son père, qui fait des pains, tatati tatata, qui a ses petites amourettes sur son île, mais voilà, ça tourne un peu en rond. Puis après, elle part à Paris où elle rencontre des gens, elle prend part à des fêtes, à des salons. Voilà, elle s'habitue un petit peu, elle continue à faire ses expériences, à travailler dans le domaine de la boulangerie, etc. Mais voilà, à part ça, il ne se passe pas grand-chose. Pendant 300 pages, c'est assez long. Et je pense que je vous avais dit qu'à un moment donné, il y avait un événement qui devenait intéressant et qui allait un petit peu relancer ma lecture, je l'espérais. Donc j'ai poursuivi, évidemment, je l'ai terminé. L'événement en question, ça a un petit peu relancé la lecture, ça a un petit peu relancé mon intérêt pour cette histoire, mais pas assez dans son ensemble. Il y a des choses vraiment intéressantes dans son livre. J'ai apprécié le caractère indépendant de Camille et sa volonté de réaliser ses rêves. Par contre, son attitude un peu immature avec notamment le personnage de Gaspard qui est son ami d'enfance m'a un petit peu agacée, vraiment. Et puis aussi avec cet Hollandais là, cet Hollandais Jan Hendricks qu'elle va rencontrer par la suite. Voilà, ça m'a aussi un peu agacée cette attitude immature qu'elle a. J'ai aussi bien aimé me retrouver plongée dans cette ambiance à cette époque en France, rencontrer aussi des personnages intéressants évidemment comme Madame de Pompadour. On voit à un moment donné le roi, il y a aussi plein d'hommes de science, on parle de Voltaire, on parle de Montesquieu, donc il y a tous ces personnages, c'est assez intéressant à ce niveau-là. Mais voilà, il y a des choses qui m'ont extrêmement dérangée, il y en a d'autres que j'ai appréciées, donc c'est dans son ensemble une lecture très mitigée. Je passe ensuite à celui-ci qui est Nat de Ragnar Jonasson aux éditions Point. Je l'ai terminé hier, je l'ai lu très vite parce que je l'ai lu hier après-midi. C'est une lecture en tout cas je trouve que ces livres se lisent assez vite. Donc j'ai repris dans le bon ordre parce que j'avais lu d'abord Snior et puis j'avais lu Mork en pensant que c'était le second tome parce que dans la chronologie au niveau des dates il était paru en deuxième, mais apparemment ce n'est pas le deuxième, c'est même le quatrième ou le cinquième, un truc comme ça. Donc j'ai repris dans l'ordre avec celui-ci qui est le second, si je ne me suis pas trompée cette fois, j'espère. Donc dans cette histoire, on se retrouve de nouveau en Islande évidemment, dans ce petit village où il ne se passe jamais rien, où c'est le village le plus tranquille du monde, mais depuis que Haritor y est arrivé, il se passe quand même pas mal de choses. Mais donc ici on est en plein été, ça change un petit peu parce que dans Snior on se retrouvait vraiment en hiver, on ressentait le froid, l'isolement, les journées qui sont très sombres. Donc ici l'ambiance est différente et j'ai trouvé cet aspect là assez sympathique aussi. Et on va directement dès le début retrouver le corps d'un homme qui a été battu à mort. Et évidemment Haritor va enquêter sur cette enquête, oui, c'est juste, mais bon voilà, avec son collègue policier. Et en parallèle de ça, on va également suivre une journaliste qui va également décider
de mener son enquête de son côté. Donc on va suivre en fait ces deux personnages, donc d'un côté l'équipe policière on va dire, et de l'autre côté l'équipe journalistique qui va essayer de résoudre cette enquête. Et on va évidemment apprendre quel est l'intérêt de cette journaliste pour cette affaire, parce que c'est pas simplement une affaire toute habituelle. Il y a un intérêt spécial qu'on va découvrir plus tard, donc ça c'était un aspect très intéressant. On va se rendre compte dès le départ que cette affaire elle est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a énormément de secrets qui vont remonter à la surface et ça va impacter, chambouler pas mal de personnes. Donc ça c'est pour l'histoire. L'enquête elle se base là-dessus, sur essayer de résoudre en fait le meurtre de cet homme qu'on a retrouvé. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai bien aimé cette histoire. Moi, les enquêtes de Ragnar Jonasson, j'apprécie. C'est mon troisième livre que je lis de lui, toujours dans les enquêtes qui se passent dans cette ville, avec les mêmes personnages. Et j'apprécie toujours cette ambiance, ce style. Il y a un suspense, ça prend son temps, mais pas trop. Ici, la psychologie des personnages, elle est bien travaillée, elle évolue un petit peu plus aussi. C'est un livre, comme je vous le dis, il se lit tout seul parce que je l'ai lu hier après-midi et je l'ai fini. C'est un livre qui a plus ou moins 300 pages, mais c'est des chapitres courts, il se passe des choses. L'affaire ici, elle est vraiment extrêmement complexe, ça j'ai apprécié aussi. C'est pas une bête enquête, entre guillemets, évidemment. Il y a plein de choses en rapport avec le passé, le présent, avec plusieurs personnages aussi. Enfin, c'est vraiment très très bien fait. J'ai été surprise en fait par tout ce dénouement et tout ce qu'il y a derrière en fait le simple, entre guillemets, simple meurtre de cet homme. Donc voilà, à nouveau une excellente lecture. À présent, je vais vous parler de celui-ci qui est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan. On est aux éditions Pocket. Un style différent ici évidemment. J'avais envie d'une petite lecture, pas de prise de tête, une lecture tout doux, où on passe un petit moment cosy, bien à son aise, et ça c'est la lecture parfaite pour ce genre de moment, pour ce genre de besoin de lecture. Donc ici dans l'histoire on va suivre Nina qui est une bibliothécaire, hein, une libraire, une passionnée de livres, et quand la bibliothèque dans laquelle elle travaille ferme, eh bien, elle doit se diriger évidemment vers un autre emploi, vers une autre direction, et elle est un peu perdue. C'est un personnage qui a l'air fort introverti, timide, ancré dans ses habitudes, dans sa zone de confort, et elle est un petit peu perdue. Elle est vraiment très très mal du fait de cette situation, et elle va un peu chercher d'autres possibilités pour elle, et elle va aller vers quelque chose d'un petit peu fou, de quelque chose d'un petit peu atypique, qui est en fait de faire une librairie itinérante et pour cela acheter un van, parce qu'elle a évidemment stocké énormément de livres, parce qu'elle est passionnée de lecture. Donc elle a énormément de livres chez elle. Elle a récupéré aussi des livres quand la bibliothèque a fermé, et donc elle va un petit peu rechercher cette possibilité donc d'acheter un van pour en faire une librairie donc qui sera itinérante, qui pourra se déplacer. Le van par contre se trouve en Irlande, donc elle est de Birmingham si je me rappelle bien, et donc elle doit aller jusqu'en Irlande pour voir un petit peu le van en question qui est en vente. Et voilà, elle va décider de se lancer dans ce projet un petit peu fou qui va lui changer complètement la vie. Et donc elle va devoir se déplacer, aller jusqu'en Irlande pour découvrir évidemment le van, pour voir si ce van pourrait lui convenir, l'intéresser. Elle va décider évidemment de l'acheter, et elle va se rendre compte que les gens de ce village sont un petit peu démunis au niveau librairie, bibliothèque, lecture, parce que dans ce village aussi, toutes les bibliothèques, les librairies ont fermé, et elle sent qu'il y a vraiment une volonté des gens de se relancer dans la lecture, mais qu'ils n'ont pas vraiment de possibilité de le faire. Donc Nina va décider en fait de rester dans ce village et de lancer son projet dans cette zone, dans ce petit village. Et donc on va la suivre.
On va la suivre, se lancer là-dedans, faire la connaissance des gens, se familiariser avec tout ça. Et c'est vraiment une lecture agréable, c'est une lecture qui fait du bien. Ça se lit aussi tout seul, c'est fluide. À chaque début de chapitre, on a cette petite image qui est super jolie, je trouve ça très très mignon. Ça se lit tout seul, ça fait quoi? Il y a 400 pages, un truc comme ça? Oui, 420 pages, mais ça défile. C'est une ambiance où on a envie d'y revenir. Après, il va aussi y avoir une histoire d'amour qu'on voit à 10 km arriver, en tout cas moi je l'ai vu. Mais dans ce genre de lecture, c'est acceptable dans le sens où quand on commence ce style de livre, on sait à quoi s'attendre, on sait quelle sera l'ambiance, on sait plus ou moins les relations qu'il va y avoir entre les personnages. Donc ça m'a absolument pas dérangée. Dans ce genre de lecture, je trouve que c'est tout à fait acceptable et que ça passe bien. Alors, j'ai également lu une petite BD, je vais vous en parler très rapidement. C'est cette BD-ci, c'est Les Profs. C'est le tome 23. Pourquoi le tome 23? En fait, c'est une BD que j'ai depuis très très longtemps. Ça fait des années, j'avais commencé quand j'étais ado, j'aimais vraiment beaucoup. J'avais un petit peu été moins à jour dans mes achats, dans le suivi de cette BD. Et j'ai eu envie d'y revenir, donc j'ai décidé d'un petit peu rattraper mon retard. Je pense pas qu'il y a énormément de retard, mais du coup voilà, j'avais acheté le tome qui me manquait, donc le 23, et j'ai eu envie de le lire. C'est vraiment une BD sympathique autour d'un lycée, un lycée français où on va suivre les profs. C'est les mêmes profs tout le temps avec les élèves qui changent, sauf le cancre qui redouble constamment sa dernière année et qui est un petit peu la hantise des professeurs. Donc voilà, moi c'est une BD qui passe bien, ça change les idées, c'est marrant, voilà, c'est un petit moment sympathique à passer. Au niveau des planches, c'est ce style de dessin. Voilà, ça se lit bien. Ah, ben ici d'ailleurs, vous avez les tomes qui sont déjà parus. Donc voilà, j'ai lu celle-ci. Dernière lecture, c'est celui-ci, c'est Un jour viendra de Giulia Caminito. On est aux éditions Totem, donc c'est les éditions Gallmeister. C'est un livre que j'ai acheté il n'y a vraiment pas longtemps. Je trouve que ces livres sont toujours magnifiques, ils ont des couvertures splendides. Et ici, la quatrième de couverture, je l'avais lu un petit peu en diagonale pour me faire une idée, mais pas trop. Et ça avait l'air super intéressant. Et du coup, j'ai eu envie de le commencer rapidement, c'est ce que j'ai fait. Donc ici, on se trouve dans un petit village d'Italie qui s'appelle Serra dei Conti. Et en fait, on va suivre l'histoire d'une famille, une famille un peu particulière parce que c'est une famille qui vit dans des conditions très très difficiles, où on a déjà un père qui est très violent, on a une mère qui a beaucoup de soucis parce que elle perd pas mal d'enfants, donc les enfants qui naissent morts à la naissance. Elle a des enfants qui parviennent à survivre évidemment, mais il y a pas mal de deuil et de morts qui planent autour. En plus, cette femme, elle est extrêmement croyante, mais ça part vraiment très loin en fait, ça impacte beaucoup sa vie. Et elle commence progressivement à perdre la vue, à devenir de plus en plus aveugle. Donc voilà, le cadre familial n'est pas génial. Donc c'est une famille de boulangers, donc le père gère une boulangerie qui se transmet de père en fils. Et on va suivre les enfants de ce couple, principalement deux enfants, deux garçons. Donc on a Lupo et Nicolas, qui sont vraiment deux extrêmes complètement. Nicolas, c'est un enfant qui est dans sa bulle, dans son monde. C'est pas un enfant handicapé, mais c'est vraiment un enfant qui est à part. Et Lupo, lui, c'est le garçon qui se laisse pas faire, vraiment qui se laisse pas faire, que ce soit avec son père, qui a un petit peu peur de lui, même que ce soit avec les gens du village. Et il a comme mission en fait de s'occuper de son petit frère Nicolas, de le protéger, de l'épauler, et il prend cette mission extrêmement à cœur. Et on va donc suivre ces deux frères qui sont mais extrêmement proches.
et la vie qu'ils vont mener, parce qu'on va passer évidemment par différentes époques, par différentes, enfin pas époques, mais il y a les années qui vont passer. Donc, on va les suivre d'abord enfants dans ce petit village, on va ensuite les suivre quand ils vont grandir, et il va se passer pas mal de choses en fait dans leur vie, parce que c'est le moment où il y aura les luttes paysannes contre les propriétaires terriens. Il y aura la montée aussi de l'anarchisme, il y aura aussi la grande guerre qui va arriver, il y aura aussi à un moment donné la grippe espagnole. Donc il y aura toutes ces catastrophes, tous ces événements qui vont leur tomber dessus et qui vont évidemment impacter leur vie, leur famille. Il y a énormément de secrets. On va suivre également le personnage d'une sœur, une sœur qui aura un rôle assez important également dans cette histoire, qui est très intéressant également. On a des personnages qui sont très forts, qui sont vraiment profonds. Moi j'ai vraiment adoré. Franchement c'est une histoire différente entre guillemets de ce que je lis d'habitude, hein, entre guillemets, parce que je lis un peu de tout. Mais ici vraiment il y a une profondeur, on est vraiment immergé, plongé dans cette Italie, plongé au cœur de la vie de ces deux personnages, de Lupo et de Nicolas, de leurs difficultés, de leur vie. C'est vraiment touchant, c'est vraiment puissant en fait comme lecture. Et la plume de Giulia Caminito, elle exprime vraiment bien tout ça. On passe par plein d'émotions. C'est pas possible d'avoir du recul par rapport à cette lecture. On est directement fort immergé dans la vie de ces personnages. J'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est une lecture évidemment qui prend, c'est pas qui prend son temps, mais il faut être attentif dans cette lecture. Elle est un petit peu plus exigeante, mais ça en vaut vraiment la peine. C'est un livre qui fait 270 pages, je pense, un peu moins de 280. Et pourtant, ça m'a pris plus de temps pour la lire que la petite librairie des Jours Heureux qui en fait 420. Parce que voilà, la lecture, elle est différente, le récit est différent, c'est un autre style. Ça fait pas mal réfléchir aussi, ça apporte pas mal d'informations, ça nous apprend beaucoup de choses. Donc voilà, j'ai vraiment apprécié cette petite lecture et cette belle découverte. En fait. Voilà, nous y sommes pour mes lectures faites cette semaine. En ce qui concerne mes lectures en cours, je vais vous en parler tout de suite. Je me suis fait une petite infusion. Fruits rouges, il y avait quoi? Pommes, hibiscus, des fleurs de rose, je ne sais plus tout quoi. Mais avec ces fortes chaleurs, ça passe très bien. Ça déshydrate pas mal. Pour mes lectures que je suis en train de faire, il y a tout d'abord une dont je suis encore en train de la lire. Je vous en avais parlé la semaine passée, c'est J'irai tuer pour vous, aux éditions J'ai lu de Henri Lovenbruck. Je vous avais dit que c'est ma sœur qui m'a prêté ce livre. Je l'ai avancé, c'est une brique qui fait quand même 800 pages et je suis actuellement à la page 273, donc j'ai avancé pas mal dedans. C'est pas mal du tout. C'est pas que c'est long, en fait, comment vous dire, au dos, ils expliquent qu'on est en 1985 et alors que Paris est frappé par des attentats, Marc Masson, un déserteur, est rattrapé par la France, recruté par la DGSE. Il est officiellement agent externe, mais officieusement, il va devenir un assassin pour le compte de l'État. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit, ce que le livre va traiter. Et en fait, avant qu'on arrive à ça, à cette information, donc à savoir que ce personnage, Marc Masson, déserteur, va être en fait engagé pour devenir un agent de la DGSE, et bien avant que tout ça arrive, on est à la page plus ou moins 200. Et avant cela, on
On va passer du temps avec la situation en France, la situation politique en France à cause des attentats qu'il y a eu, toutes les tensions avec l'Iran, l'Irak, avec les terroristes. On va aussi passer du temps avec ce personnage qui est Marc Masson, qui a passé des années en Amérique du Sud. On apprend un petit peu son caractère, la vie qu'il a eue. Donc on ne s'ennuie pas, mais ça prend juste son temps. Donc il se passe des choses tout le temps, des choses intéressantes qui servent à l'histoire, mais on n'est pas en tout cas dans le policier, le thriller où dès la première page, entre guillemets, boum, on a un meurtre et puis l'enquête s'enchaîne à un rythme haletant jusqu'à la dernière page. Donc ici, c'est un style qui est différent. Ça prend son temps dans un sens, mais dans un autre sens, ça évolue bien et il se passe constamment plein de choses. Donc voilà, c'est un autre style, c'est une autre façon de faire, c'est différent. Donc voilà, je vais continuer cette lecture. Je vais essayer de le terminer pour la semaine prochaine. On verra bien si j'y arrive parce qu'il me reste quand même encore 600 pages et j'aimerais aussi avancer dans mes autres lectures en cours. Seconde lecture en cours, c'est celui-ci, c'est Royal, aux éditions Inceptio et je suis presque à la fin, donc je suis à la page 200, 205, il y en a 350 et tout ce que je peux vous dire, je ne vais pas vous en parler maintenant, je vais vous en parler vraiment la semaine prochaine parce que d'office il sera fini, d'ailleurs je pense que je vais même essayer de le terminer aujourd'hui. Mais j'adore vraiment ce que je lis, j'adore cette lecture, j'aime vraiment beaucoup. Donc je ne vous en parle pas aujourd'hui, mais je vous en dirai plus la semaine prochaine, promis. Nouvelle lecture que je viens de lancer, je ne l'ai même pas encore lu, mais je me suis dit je vais le mettre dans mon petit circuit de lecture en cours, c'est Le Bûcher de Moréa, je ne sais pas si on dit comme ça, Moréa. Aux éditions Pocket, c'est écrit par Patrice Guirao. C'est sélection prix Nouvelle Voix du Polar, donc c'est un livre que j'ai acheté récemment aussi et ça me tentait bien. Ici on va être dans une enquête, mais une enquête qui se passe en Polynésie, donc je me suis dit ok, il fait hyper chaud, il fait très beau et ça me paraît être la lecture parfaite en fait pour l'été. Je ne connais pas cet auteur, je n'ai pas entendu parler de ce livre, je ne l'ai pas vu passer, donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, mais ça me semble assez sympathique, donc je vais découvrir tout cela. Et la dernière lecture que j'ai commencée, c'est un tome 2, c'est celui-ci, donc le tome 2 de la saga de Bone Season. Ça s'appelle L'Ordre des Mimes. On est aux éditions évidemment de Saxus, moi j'ai cette magnifique collection en hardback. J'ai lu le premier chapitre, donc on peut pas dire que j'ai lu énormément, je viens juste de le commencer aussi. Et c'est le tome 2, donc le premier tome je l'avais lu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai pas envie de laisser traîner trop de temps entre ces lectures, surtout que je les ai tous, ils sont ici rangés, on en voit un qui dépasse. Donc j'ai les 4 premiers tomes, donc voilà, je vais poursuivre. On retrouve évidemment le personnage de Paige et je suis curieuse de savoir ce qui va lui arriver dans ce second tome. Et voilà, nous y sommes, c'est tout pour mes lectures. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, une très belle semaine et à très bientôt.